Nathalie Crasset, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Laboratoire Cinéma. On est très heureux de te recevoir parce que tu vas nous parler de comment tu conçois ton travail de designeuse. Comment, et au travers des objets, mais tu travailles plus largement autour de l'espace, autour de scénarios de vie. Tu vas nous parler de tout ça. Un bouquin qui vient de sortir qui s'appelle Autrement, qui répertorie tes derniers, des travaux surtout autour justement de la mise en espace, qui est un superbe bouquin richement illustré, qui montre vraiment la diversité de tout ce que tu as pu mettre en espace, des cinémas, des bibliothèques, les kiosques même parisiens portent ta patte, donc ça c'est passionnant. Donc voilà, si on peut parler un peu de ton parcours brièvement, donc tu as fait une école de design, l'ENSI. L'ENSI Les ateliers. L'ENSI les ateliers, où du coup pendant 5 ans tu as vraiment pu développer un peu ton univers créatif pour ensuite travailler 5 ans en Italie. Non, 1 an en Italie, parce que l'idée c'était de... Oui, on était tellement bien à l'école, et puis on pouvait y rester plus longtemps. En fait, on partait quand on était prêt. Donc, voilà. Et donc, moi, j'ai décidé de partir à l'étranger. Milan, c'est aussi assez plus évident, en fait, de commencer à Milan, parce que Milan, c'est vraiment la plateforme du design mobilier. Et donc, voilà, il y a une reconnaissance de ce métier à Milan. Et je suis revenue en France, mon amoureux était resté en France, voilà, donc, et là j'ai commencé une collaboration avec Philippe Starck pendant 5 ans. Okay. Oui. Et ensuite, après je crée ma structure, voilà, et je continue à faire des objets, et de fil en aiguille, voilà, mon parcours est un peu un long fleuve tranquille, de projets. Oui, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai beaucoup travaillé aussi, mais j'ai eu beaucoup de chance. Et donc, du coup, on va se faire aujourd'hui une petite expérience, un cyanotype. Un cyanotype, c'est un procédé photochimique qui permet d'obtenir une image à partir d'objets. On va regarder l'empreinte d'objets. Et pour ce, on est soutenu par Tout pour le cyanotype, qui nous a gracieusement fourni le matériel nécessaire à faire cette expérience que vous pouvez aussi très facilement reproduire chez vous. D'ailleurs, on vous encourage. C'est aussi le but le laboratoire cinéma, il est aussi là pour ça, pour encourager en fait chacun à s'y mettre, voilà, à pratiquer, et montrer que c'est pas si compliqué et qu'on est tous légitimes dans le fait de pratiquer et de l'explorer en fait. Voilà. On y va ? Ouais, allez. Hop. Alors, Nathalie, aujourd'hui, on va faire, je te propose comme expérience de partir de tes objets que tu as créés, que tu as conçus, que tu as designés, et qu'on puisse ensuite fabriquer des images à partir d'un procédé qui s'appelle le cyanotype. Le cyanotype, ça a été inventé en 1842 par John Herschel, qui est un Anglais. C'est contemporain de la photographie, et l'idée, c'est, avec un procédé photochimique, de créer des images, de créer des silhouettes à partir d'objets. Et d'ailleurs, à l'époque, Anna Atkins, qui était une amie botaniste de John Herschel, a été la première photographe à publier ses travaux. Je ne sais pas si tu savais. Oui. On vient de la redécouvrir. Enfin, en tout cas, il y a tout un tas de... il y a des livres qui viennent de sortir sur son herbier. Des herbiers. Et en fait, ça, j'ai appris que du coup, c'est la première photographe. C'est même pas femme photographe, c'est la première photographe à avoir eu son travail édité. Alors, à ce stade de l'émission, je voudrais remercier notre partenaire Tout pour le cyanotype. C'est une entreprise dans le Jura qui prépare des kits pour pouvoir faire du cyanotype chez soi. Alors là, on a une superbe lampe à UV qui nous permet de faire de la lumière dans ce studio sans lumière du soleil. Mais sinon, la lumière du soleil marche très bien. C'est juste qu'il faut que tu aies un beau soleil d'été ou alors prévoir un long temps d'exposition. Parce que, sans bouger. Voilà. Et en temps d'hiver, il faut compter une trentaine de minutes par exemple, mais en temps d'été, ça peut être 1 à 10 minutes. Donc là, avec le matériel, les conditions qu'on contrôle, on va compter une dizaine de minutes, ce sera suffisant pour insoler de manière convenable nos photos. Et alors du coup, pour expliquer le principe du cyanotype, ce sont ces deux composantes, composante A et composante B. La composante A est du ferricyanure de potassium et la composante B du citrate d'ammonium ferrique. On remplit d'eau
ensuite, on les mélange et on obtient un liquide qui est photosensible. Qu'on vient après peindre, appliquer sur le papier. Il faut le badigeonner sur du papier, mais en fait, on dit du papier, mais en fait, c'est tout support. Oui, ça peut être du textile. Voilà, organique. Il faut que ce soit 100% organique, c'est-à-dire coton, même la céramique, mais si elle n'est pas vernie. Ouais. Ça peut être aussi coquille d'œuf, ça peut être du jean. D'accord, toutes sortes de supports. Toutes sortes de supports, parce que c'est organique. Et là, nous, on aura du papier. Papier qui a déjà préalablement badigeonné avec ce matériel. Vous allez voir, il va être un peu phosphorescent. Il y a une sorte de luminescence déjà sur le papier. Dès qu'on est prêt, on va retourner le papier. Donc là, a priori, de toute façon, le papier, là, il est pour montrer un peu, vous voyez, il est un peu verdâtre. Il n'est pas sensible à cette lumière-là parce qu'elle ne contient pas d'UV, mais la lumière qui est dans la lampe contient des UV. Et donc, dès qu'on va l'allumer, il faudra être assez précis dans ce qu'on va faire. On va prendre le temps. Je vais essayer de partir du rond. Là, tu vois, c'est un espèce de centre de rotation. D'accord. Pour faire... Oui, comme une décomposition de mouvement. Voilà. Génial. Et alors, donc, tu nous parlais de ces lunettes, tu parlais de l'aspect psychologique des lunettes. Oui, quand on choisit des lunettes, c'est en fait... c'est une façon de se montrer aux autres, les lunettes. Mais c'est aussi une façon de... C'est comme le vêtement, quand tu mets tes lunettes le matin, pour ceux qui les portent tout le temps. C'est une façon de se réassurer aussi en même temps. Voilà. Super. Est-ce qu'on ne se mettrait pas un truc en off, tu sais, pour ça. Ouvrir avec ça, ou je sais pas, ou tu vois, ou l'année dernière qui sort, tu sors du champ, tu vois. C'est pas chouette. Non, mais t'as raison, on peut remettre là comme ça. Ouais, en fait, je de faire une comme ça. Oh, j'aurais même une sortie de champ, comme si tu vois, ça éclate un peu là. D'accord. Tu veux faire un côté un peu dynamique. Voilà, comme ça. Alors, je vous emmènerai là. Allez, bah oui, ou c'est Cartaz aussi, non, comme photographe. Alors on va essayer de ne pas faire bouger la table, mais on va regarder 10 minutes pour bien installer la photo. Et donc tu parlais, quand tu vas attaquer comme ça un objet comme les lunettes, ton processus, un peu comment je pars de données assez générales. Par exemple, il y a une collection qui va s'appeler Open Mind, donc l'idée d'être ouvert d'esprit, tu vois. D'accord. Ça passe par la curiosité, donc ça passe par les yeux, ça passe par le regard. D'accord. Et après, de manière un peu plus, concrète, je suis curieux un peu de savoir, là, voilà, avec ces lunettes, là, c'est Théo, non, c'est ça qui... Oui, Théo, Théo se tourne vers toi et te dit, voilà, j'aimerais retravailler avec toi nos lunettes. Comment toi, tu passes par quel processus pour arriver à un résultat comme ça? Voilà, donc je parle de quelque chose de très général, mais c'est un peu la création, c'est comme ça, tu as une direction, tu veux évoquer quelque chose, et puis moi j'aime beaucoup relier ça à soit un écrit philosophique, soit aussi un petit peu à ce qui se joue dans la société aujourd'hui. Et en fonction de ça, je vais petit à petit resserrer l'idée à un concept général, et après, quand les idées sont claires, on arrive assez facilement à matérialiser l'idée. D'accord. Du coup, tu as besoin de partir de quelque chose d'abstrait finalement, pour arriver ensuite à une... C'est bien de se décoller en fait de l'existant, parce que l'idée c'est de faire des choses singulières, c'est faire des choses qui ne sont pas forcément là. Et c'est qu'en faisant appel à ce type de réflexion, plutôt que d'aller regarder ce qui se passe autour de nous en termes de dessin de lunettes, parce que c'est déjà un travail qui est pré-mâché, donc en fait il faut, c'est pas du tout la façon dont je fonctionne. Du coloriage. Non, mais c'est-à-dire que je préfère passer du temps à lire, à prendre du recul justement, plutôt que de regarder ce qui a été fait avant. De toute façon, dans notre monde, on voit ce qui est fait avant, parce qu'on est submergé d'images. Et encore, moi, j'essaie de ne pas trop regarder, pour garder justement, on va dire, le corpus, en fait, mon corpus personnel qui est fragile, et le nourrir. C'est un peu comme un... c'est un peu comme faire du pain, en fait, tu vois. Tu as
une matière et puis tu amalgames des choses et puis quand tu vas avoir une demande, tu peux extraire et puis voilà, tu la mets dans des conditions pour qu'elle puisse se révéler et puis voilà. Ça donne quelque chose de singulier. Parce que du coup, j'essaie de réfléchir. Un levain, en fait, c'est comme un levain. Mais parce que du coup, j'imagine que il y a une sorte de réflexion générale pour toi, dans la vie de tous les jours, où tu te nourris, tu lis, tu t'éveilles. Et après, il va y avoir peut-être un scope plus précis, par exemple, justement, dans le cas d'une commande, où d'un coup, tu vas peut-être te dire... tu vois, par exemple, l'idée de l'ouverture au monde, l'idée de la curiosité, ça passe par le regard. Donc, en fait, quel type de regard tu veux donner, tu veux favoriser. Le glaze aussi. Et voilà, et donc c'est assez facile. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus scientifique. Tout ça, c'est plus de l'intuition, c'est de la sensation. Alors du coup, voilà, donc là, tu as une réflexion globale, tu as une idée précise, et maintenant, comment tu passes à une forme? La matérialisation. C'est un peu cette idée de, comment tu... déjà, un regard grand ouvert, donc c'est toujours des lunettes qui sont assez imposantes, qui sont ouvertes, c'est pas quelque chose de petit dans lequel tu regardes, non, c'est vraiment l'idée de laisser le regard choper toutes les choses qui sont autour de toi. D'accord. Et puis après, d'affirmer ce regard aussi. Il y a aussi cette idée que aujourd'hui, c'est intéressant de montrer qu'on est curieux, qu'on aime la vie, parce que c'est un peu quand je fais des hôtels, en fait, le premier hôtel qu'on a fait avec Patrick et Philippe, on se dit, tu sais, normalement, tu fais une espèce de prévision, tu travailles pour qui, etc. Voilà. Et nous, on se dit, non, on va pas faire ça, on travaille pour les... La cible, c'est ça? Voilà, je voulais pas citer ça, parce qu'en fait, une cible, je trouve ça affreux. C'est important, justement, d'expliquer ces termes. Et en fait, donc, on ne voulait pas travailler avec ces terminologies de cible, etc. Et ni même de clients. Donc, on s'est dit, on va travailler pour les curieux. Parce que les curieux, ils vont être dans un espace, ils vont être curieux de l'autre. C'est très important dans un lieu d'être curieux de l'autre, curieux de ce que tu vas manger, tu vois. Et donc, comme ça, on va créer un espace qui va être d'autant plus, singulier, à la fois singulier, mais aussi convivial, puisqu'en fait, c'est une espèce de sélection naturelle. Les gens qui sont curieux et qui ont gardé cette curiosité, ils ont une approche de la vie qui est complètement particulière. Et c'est pour ça qu'on a pu en faire un lieu très expérimental, c'est-à-dire la façon de manger. C'était un des premiers lieux où il y avait un petit déjeuner bio en 2004, tu vois. Donc, il y avait, chaque chambre, il y avait 9 concepts de chambres différents pour aussi expliquer qu'on pouvait habiter différemment. Et en fait, c'est plus facile d'essayer dans un hôtel, d'habiter différemment. Tu prends tes marques, tu vois que ça peut exister. Et après, peut-être que ça change quelque chose chez toi quand tu changes ton intérieur ou quand tu investis un nouveau lieu. Donc cette curiosité, elle a beaucoup d'importance en fait. Aujourd'hui, on a un peu tendance à pas favoriser la curiosité ou considérer que c'est un peu malsain. Oui, ça c'est la pire chose. Quand on dit la curiosité a un défaut, tu dis t'es sérieux. Voilà, comme quoi à partir de lunettes, on peut convoquer tout un tas de notions. Mais en fait, quand tu regardes derrière tout ça, c'est la vie qu'on convoque. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est la vie. C'est comment les gens vivent et comment on apporte de la dimension à la vie. D'accord. Et après, en termes concrets, est-ce que du coup, par quelle étape tu passes? Je suis curieux de savoir, est-ce que du coup tu vas faire des maquettes Non, là en fait en dessin, j'en ai fait un peu au début, mais maintenant c'est vraiment le contour qui importe. Et puis après, ça m'arrive des fois de faire de la 3D. Parce que là, justement, je comprends. Mais c'est vraiment un dessin de... Est-ce que tu passes quand même par du prototypage Oui. Là, ça fait 6 ans qu'on travaille ensemble, donc on n'a plus besoin de passer par le prototypage. Au tout début, j'avais besoin de prendre mes marques, et donc je faisais des petites maquettes. C'est assez simple de faire des petites maquettes de lunettes, mais maintenant, je ne les fais plus. C'est la même chose quand tu fais une chaise, en fait. Tu as besoin de comprendre. Et puis après, quand on a fait 5, tu n'as plus besoin de comprendre les hauteurs, de comprendre comment ça vient en 3 dimensions. Là, je suis curieux de savoir justement les prototypes de lunettes, enfin les maquettes de lunettes, ça avait quelle forme?
C'était fait comment Au début, c'était du carton, ouais, simplement. Ça, tu prends, parce que du coup, des coupes dans du carton. L'idée aussi d'émission, c'est un peu que les gens... Mais je fais très peu ça, en fait. J'ai très peu de maquettes. J'en ai fait beaucoup dans ma vie. Et maintenant, j'essaie d'avoir une image mentale. C'est-à-dire que... Mais ça, c'est tridimensionnel. C'est grâce à l'expérience, peut-être. Oui, oui, non, mais c'est important parce qu'en fait, il faut que ça sert à rien de dessiner dans tous les sens. En fait, moi, je pars du principe que dessiner, ça fige. Et comme tu es humain, tu as du mal à retourner en arrière. Donc, en fait, tu vas faire un beau dessin, etc. En fait, tu vas rester scotché là-dessus parce que tu as passé du temps. Okay. Alors que si tu essaies de te représenter mentalement, de faire tourner l'image, etc. dans ta tête, plus facilement, tu peux changer et aller sur une autre idée si tu t'aperçois que c'est pas la bonne idée, quoi. Ok, intéressant. Mais on fonctionne pas tous comme ça. Hein. Je veux dire, c'est quelque chose qui m'est particulier, quoi. Okay. Ta. Alors, ça, bon. Donc ça, on va le mettre. On voit que ça va, ça marche. Super. Ça marche. Ça, on va se cacher sous la. On va verser de l'eau dans ce récipient pour pouvoir révéler l'image. Oups. Voilà. Ça suffit. Parfait. Après, il faudra déplacer le. Ok. Peut-être juste passer un petit peu. Hop. Et bien maintenant, on va découvrir nos petits cyanotypes. Hop. Alors toi en plus du coup, maintenant tu as les lunettes. Hop, les fameuses lunettes. Et ça y est, ça apparaît. Donc là, le bleu de Prusse apparaît. Ça s'ombrit. C'est plutôt très joli. On se demande ce que fait ça, là. Moi, j'aime bien. Parce que du coup, tu vois, il y a ce truc qui tu vois, tac. Moi, c'est le punctum. Tu vois, j'ai une prof qui était psychanalyste de l'art. Elle parlait du punctum. C'est le point d'attraction, le truc qui va... Pour moi, il est là, le point d'attraction. Mais là, il est évident, celui-là. Là, il y a quand tu as fait... Tu vois, ça questionne, mais pourquoi C'est bon? Oh, je pense qu'on va dire laisse-le un peu travailler. Ah bon, d'accord, il faut vraiment détremper, quoi. Bah, pour pas qu'après, tu vois, il reste des... T'as pris du combien de grammes, là, d'ailleurs? Oh, c'est beaucoup. Là, c'est quoi, du 200 grammes? C'est tout pour le cyanotype qui nous a fait les papiers, qui nous a badigeonné et tout. Donc, je ne peux pas te donner le grammage. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on dit de cette photo? Très belle. C'est un peu évident. On a commencé par quelque chose d'un peu... Ouais, mais... Parce qu'en fait, il n'y a qu'un plan. C'est quand c'est tridimensionnel, c'est plus compliqué à comprendre. Ouais. C'est d'ailleurs ce qui est assez beau quand tu fais des empreintes de végétaux. On a l'impression que c'est bien révélé, là. Ouais. Et après, c'est-à-dire la densité du bleu, elle... Donc on les met comme ça, c'est ça? Ouais, on va faire ça. Ouais, on va le sécher un peu. On va peut-être essayer ça. Est-ce que tu crois que ça va le prendre là ou pas? On va essayer. Ou est-ce qu'on met les deux objets en verre ensemble? Et si tu... Comme ça non. Mais là, tu vas avoir un rond, c'est tout. Hein? Non? Oui. Tu vois, je pense que si on fait ça... En plus avec la... Ouais. On va essayer de coincer ça. Non. Comme ça. Pour voir ce que ça fait. Non? Qu'est-ce que tu en penses? Comme ça? Sympa. On va voir. Je la mettrai un peu plus comme... Si tu veux, avec un truc un peu plus déconstruit. Ah mais pourquoi tu veux déconstruire, toi? Il veut déconstruire. C'est pour les vaches, c'est esthétique. Pour moi, c'est plus ça crée le dynamisme. Parce que ton objet... Mais la forme, elle n'est pas assez suffisante, alors? Tu veux pour faire notre image, tu vois. Parce que justement, c'est passé... il est trop, celui-là. Il veut tout me déconstruire. Allez, t'inquiète. Fais-moi confiance. Après, c'est un peu dommage de mélanger parce que c'est deux verres, mais voilà. Mais sinon, et puis attends, sinon, comme ça, c'est joli. Ouais, on va essayer comme ça. Ah, mais après, c'est que ça va laisser que dalle comme. Attends, il faut le bloquer. Attends. Ok. Il ne pose pas. Attends, est-ce qu'on penche? Ouais, on voit plus sur le verre, ouais. Bon, on va voir. Et peut-être qu'on peut se mettre un petit objet périphérique ou non, je sais pas. Là, j'ai peur qu'on. Bon, écoute, au pire, c'est pas qu'on n'ait pas grand-chose. Voilà, ça. On le saura. Et justement, on teste les limites. Voilà, c'est ça. T'as raison. Alors, tu veux nous reparler un peu de cet objet
Donc c'est un diffuseur, c'est ça? Ouais, c'est un diffuseur de parfum. Là, en fait, le projet était assez intéressant parce qu'il y avait l'idée aussi de créer l'odeur spécifique du bouquet. Et je voulais partir de quelque chose de très frais et un peu cette idée de nature. Et pour moi, comme je suis née à la campagne, ce qui le représentait plus, c'était l'odeur du foin. J'aime bien cette idée de... Voilà. Et en même temps, c'est un peu disruptif parce que le foin mouillé, c'est pas tout à fait... Voilà. Mais c'est aussi voilà, il faut qu'on apprenne aussi, en quelque sorte, à accepter ces odeurs, tu vois, qui sont aussi les odeurs de l'humanité même, parce que c'est l'humus après. Hein, la transformation, c'est voilà, quand on se promène en forêt, on sent l'humus. Et en quelque sorte, l'humus, c'est aussi la décomposition. C'est le fait que c'est la terre qui transforme la mort en vie. Et en fait, quelque part, on a quelquefois un peu des problèmes dans cette, au niveau d'accepter ce que ça génère au niveau des senteurs. Ça me fait penser à, je ne sais pas si tu as vu Le Chant des forêts. Oui. Et justement, à un moment, il parle sur la recherche du coq de bruyère, je crois. Oui. Et justement, il dit qu'à chaque fois, les défections de coq de bruyère, il les mettait derrière le radiateur, je ne sais pas quoi, pour embaumer la maison. Oui, tout à fait. On a vraiment changé de oui. Et il y a beaucoup d'endroits où on utilisait les excréments, soit pour se chauffer, voilà, donc ça fait forcément du... Et voilà, il faut qu'on retrouve un petit peu... ça fait partie de la vie. Hein. L'idée qu'on fait partie d'un cycle biologique, et dans ce cycle biologique, la Terre a le rôle de transformer la mort en vie. Voilà. Et en fait, aujourd'hui, on a un petit problème... on a un gros problème qui est ce problème on n'accepte pas notre finitude en tant qu'humain. Donc à partir du moment où on va commencer à accepter cette finitude, on pourra commencer à être plus en accord avec ces fonctionnements naturels, tout simplement. Okay. Parce que du coup, pour rappeler à nos spectateurs que du coup, tu es fille d'agriculteur, oui. Et que du coup, ça a été un peu important, pour toi, dans ta constitution, même, je sais pas, dans l'enfance, ou de vivre dans un village de 80 âmes. Oui, c'est d'abord vivre à l'échelle d'une petite communauté. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup de mes projets qui tournent autour de cette idée de communauté. On vit aujourd'hui en société et on a perdu des choses entre vivre en communauté et vivre en société. Et j'essaie de décortiquer projet après projet comment on peut en quelque part rétablir certaines notions de la communauté pour avancer plus sereinement. Et ce qui est marrant, c'est que tu nous parlais de la maison du néolithique et en même temps, même ton projet de fin d'études, c'était déjà sur les rites de la maison. Oui, trois objets domestiques. Ouais. Et en fait, c'est assez beau que tu me parles de mon projet de diplôme parce qu'en fait, à un moment donné, en étant designer, je me suis questionnée sur l'idée de faire toujours des objets. On en a trop autour de nous, etc. Et je me suis dit, est-ce que ma démarche est légitime ? Et là, j'ai beaucoup lu. Et en fait, notamment... Arne Næss, qui en fait théorise, c'est un Norvégien, un philosophe norvégien qui a théorisé l'écologie profonde. Et il explique très bien qu'en fait les objets qu'on doit créer, ou en tout cas ceux qui seraient importants dans notre vie, c'est les objets qui ont 3 niveaux de qualité. Un niveau primaire, un niveau secondaire, un niveau tertiaire. Puisqu'on est dans une crise de sensibilité, il faut qu'on redonne quelque part, à travers nos objets, à travers nos espaces, les aspects sensibles qui fait qu'on va avoir un attachement au lieu, un attachement aux espèces qui sont autour de nous et de ce fait, on va les défendre, on va arrêter de les détruire. C'est assez logique. Ok, et l'idée des rites, alors, est-ce que du coup, parce que c'est vrai que dans le monde paysan, enfin rural paysan, je sais, on peut dire, dans le monde paysan, il y a aussi quelque chose de peut-être un peu plus direct. Non, ce qui a été assez marquant, c'est le fait que tu sors dehors et que la nature, l'extérieur devient une espèce de plateforme de jeu, en fait. Ça, c'est formidable. Ouais. Et j'essaie de recréer ça, c'est-à-dire que à partir de rien, un bout de bois, un jour c'est quelque chose, un lendemain ça devient un piquet pour une tente, le lendemain ça devient... En fait, donc il y a une espèce de... Et c'est ce qui fait que dans mon travail, il y a un peu cette idée de pouvoir faire évoluer les structures et les réinventer et donner plus du potentiel que des objets finis, figés.
Voilà. Ouais. Alors, est-ce qu'on a une... Oh, wow, ça va faire quelque chose. Moi, je ne vois pas grand-chose, mais il y a un petit peu le filtre. Ouais, ça marche quand même. Eh ben. Des fois comme ça, et des fois dans l'autre sens. Ouais, comme ça, je pense que ça ne donne pas la même... Comment on fait pour faire un objet ouvert? Enfin, comment... Tu vois? Ouais. Parce que c'est compliqué, parce que tu vois, il y a ce côté un peu... Les gens, faut pas qu'ils soient des... Il faut donner suffisamment de base pour qu'ils puissent... Ah, tu voulais en mettre plus? Non. Hors de question. Attends, on y va. Voilà. Par contre, il ne faut pas qu'on fasse bouger trop la tête, parce que là, pour le coup, ça tremble. Oui, un objet... alors, peut-être la cuillère, c'est pas le plus ouvert peut-être de tes objets, mais quand tu... C'est un objet très important. L'idée, c'est le premier objet, en fait, que tu vois, ta maman ou ton papa te prend de la nourriture et donne et prend à ta bouche. Donc c'est pas anodin. Ah, oui. C'est le premier objet qui te après le biberon est un peu différent, mais tu vois qui a un peu cette idée de tu es obligé d'en passer par là, de te conformer, tu vois. Et en même temps peut-être obligé de... C'est ton entrée en société quelque part, tu vois. D'autonomisation aussi. Parce que finalement, aussi. Très vite tu peux. Oui, parce qu'après tu l'apprends justement. Donc c'est assez beau. Le biberon c'est rare. Enfin, certains bébés voient leur biberon. Oui, le biberon c'est d'autres choses parce que c'est encore une extension du... Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, la cuillère, c'est intéressant. Donc en fait, un petit objet comme ça, il y a toujours beaucoup à savoir et à comprendre. Je retiens 3 choses que tu dis. Alors d'un côté, il y a le côté la lecture, peut-être se tourner un peu vers d'autres qui pourraient avoir trouvé des solutions, etc. Et même ne pas hésiter à aller au niveau philosophique. C'est pas simplement sociologique, c'est philosophique. Qui essayent de poser des schèmes. La deuxième chose, c'est l'écriture, peut-être plutôt en dedans, peut-être s'interroger. C'est aussi, se resituer, et se réparer un peu, voilà. Et puis... Et puis après, le travail de la fiction, avec cette idée de peut-être ouvrir un peu les... Oui, essayer de faire, mais pas se projeter, parce qu'on s'est trop projeté, en fait, ça sert à rien d'imaginer un futur quand on a du mal à sécuriser le présent déjà, mais au moins trouver une habitabilité un peu plus pragmatique, des choses qui nous rassurent sur le fait qu'on peut quand même avancer et qu'on peut encore vivre ensemble, qu'on peut habiter de façon un peu plus sereine en ménageant ses attachements autour de nous, etc. Donc ça me permet de faire des petits scénarios. C'est toujours ces scénarios qui me portent. Scénario d'usage, scénario de vie. Et là maintenant, c'est un peu des nouvelles logiques. Quelque part, c'est ce qu'on appelle des nouveaux récits, mais qui nous permettent en fait de sortir un peu la tête et de respirer et d'être pas simplement entouré de mauvaises nouvelles et d'y voir un peu plus clair. Hop, wow. Là, c'est très contrasté. Super, merci. Ça sera un peu moins solide de ce côté-là, mais c'est pas grave. Je pense qu'il y a moins besoin de... Voilà, on ne bouge plus. Nickel. C'est parti. Alors, attends, une composition autour de l'eau. Ce que je trouve intéressant, c'est que justement on parle souvent du designer, des designeuses qui va se projeter, et du coup tu disais qu'il faut arrêter un peu de se projeter. Non, on a fait beaucoup d'innovation. J'ai lu dernièrement quelque chose qui m'a éveillé en fait sur des notions. L'homme s'est développé en développant 2 choses. Un, des outils. Alors on a vu le couteau, puis après ça a évolué. Aujourd'hui, ça serait quoi les outils? C'est l'IA. Quelque part, on va en parler. Et puis de l'autre côté, en parallèle et en contrebalançant, il a développé tous les schèmes et tout l'imaginaire, tu vois, tous les schèmes, voilà. Et en fait, aujourd'hui, on a un peu l'impression que, et c'est comme ça qu'on s'est bien développé, harmonieusement, et que ça aboutit en fait à un épanouissement quelque part de l'homme. Sauf que quand cette partie-là, tu vois, elle prend le pas. Elle prend le pas. Tu vois bien que donc notre rôle à nous artistes créateurs, c'est bien de travailler sur cette notion-là c'est le sensible, l'imaginaire et qui contrebalance en fait. Sauf que quand on a l'IA en face, c'est compliqué. C'est même peine perdue. Mais en fait, alors, moi ça m'a moi ça m'a quand même aidé à comprendre en fait où se jouent les choses en ce moment.
et notamment de me dire il faut absolument travailler sur toutes ces symboliques, etc. dans l'objet, favoriser aussi dans les lectures, dans la façon dont on regarde le passé, dans la façon dont on va convoquer par exemple la vie des peuples premiers, parce qu'il y a beaucoup de et aujourd'hui c'est ce qui est intéressant, c'est ça, parce que ça permet de contrebalancer aussi cette envie de toujours ne travailler que cette notion-là. Donc en fait là on est dans l'innovation. Et là, on serait presque dans la réparation. Donc, on a deux mondes qui se... Et moi, j'essaie d'être aussi, plutôt du côté de la réparation. Ouais, c'est beau. Parce que du coup, ça veut dire que... Parce que, cette idée... C'est pour ça qu'on entend beaucoup parler de care, parce qu'en fait, on est de ce côté-là. Ouais. Ok. D'un tout petit truc qu'on arrive à... C'est ça, c'est important, parce que je trouve que justement, la place de designeuse, de designer, t'es à la croisée des mondes quand même. Après, on fait ce métier comme... il y a plein de gens qui le font différemment. Chacun trouve son sens, en fait. Et c'est vrai que moi, j'aime beaucoup me poser des questions. J'aime considérer que le design, c'est du design situé, ancré, et que, quelque part... on arrête de faire des choses hors sol, parce qu'on voit où ça mène. Et en France, il y a énormément déjà d'écosystèmes, l'écosystème de La Rochère, vous voyez, cette entreprise qui fait vivre un certain nombre de personnes sur place, qui est en correspondance avec et avec le milieu. C'est déjà on va dire des milieux, on va dire vertueux, un peu partout. Donc en fait, on peut aussi collaborer peut-être de façon plus sensée avec ces écosystèmes qui vont dans le bon chemin, en fait, plutôt. Et où l'économique, le social, l'écologique, tout est déjà là, en fait, et se tient. J'aime bien montrer cet objet pour expliquer ma démarche et notamment comment je travaille avec des scénarios d'usage. Et là, en l'occurrence, c'est un couteau qui est utilisé pour couper le gâteau. C'était un peu ça le cahier des charges, en fait. Mais pour bien expliquer que mon travail, c'est pas simplement de répondre à de la fonction. Là, en l'occurrence, ce qui est important pour moi dans l'idée de couper le gâteau, c'est de le partager. Donc, en fait, on va couper le gâteau et on va simplement, avec un quart de tour de la main, transformer ce couteau en pelle à tarte qui permet après de distribuer à chacun une part du gâteau. Ce qui lui donne une forme complètement atypique. Entre le couteau et la pelle à tarte, justement, et avec un manche qui est aussi très atypique, où on sent vraiment, quand on prend le manche, je ne sais pas si tu veux le prendre, les deux positions, avec une conception en aluminium et avec du silicone à l'intérieur. Donc voilà, donc ça donne ce qu'on appelle une typologie, donc c'est-à-dire c'est un couteau qui n'existe pas tel quel et qui invente un petit peu son scénario. Voilà. Alors attends, s'il fait ça, s'il fait ça... Non, tu as raison, pourquoi pas, on va mettre la lampe. Comme ça, on aura tous les objets présents. Quoi. Hop, mais tiens juste. Peu importe, allez. Voilà, c'est bon. Hop, on allume. Super. Ah oui, t'as allumé la lumière ? Non. Ah non, c'est bon, elle se... Ah non, c'est qu'elle s'allume. C'est bon. C'est vrai qu'elle s'est allumée. C'est dingue. Il y a quoi dans le verre pour que ça s'allume ? Je sais pas, écoute. Il y a un... C'est magique. Petite surprise. Oui, parce que dans ton travail, je trouve qu'il y a... Enfin, après, c'est vrai qu'on a parlé de l'école et je trouve... Enfin, c'est aussi le laboratoire... Moi, j'ai eu la chance de faire l'ENSI, qui est l'École nationale supérieure de création industrielle. Où j'ai beaucoup expérimenté. J'ai eu besoin de 5 ans pour expérimenter parce que il faut essayer, tirer les enseignements. Au début, c'est un peu... et puis, dans cette école, ce qui est très beau, on a un cursus individualisé. Donc, en fait, on va un peu au rythme qu'on veut. On vient tous de parcours complètement différents. Et en fait, on peut très bien être mélangé avec des 5e années, par exemple, quand tu arrives dans la première année, tu vois. Et tu les vois fonctionner sur le même projet que toi. Et tu te dis, mais j'arriverai jamais à faire ça. Puis petit à petit, tu vois, au fur et à mesure que tu avances,
tu prends confiance et ça s'installe. Et il y a une espèce c'est pas en promotion, et ça c'est très intéressant. Puis aussi, tu as plein de façons de faire le design. Tu vas choisir de collaborer plutôt avec des professionnels, d'abord avec un designer, après avec un autre, et puis tu vois, tiens, lui, il ne fonctionne pas comme l'autre, etc. Ce qui t'incite, toi, après, à trouver ta propre approche. Voilà. Donc, c'est un très beau projet pédagogique. Là, par exemple, même sur le couteau, tu disais, tu en as parlé un peu, mais cette idée de... Tu voulais un objet qui... Enfin, ça représente vraiment cette idée de scénario. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, la vie, quand on la regarde, elle est coupée en morceaux. Tu vois, tu dors là, tu manges là. Mais alors, c'est qui s'occupe de ce qu'il y a entre les deux ? Il n'y a personne, en fait. Tu vois, mais la vie, elle est plus fluide que ça, en fait. Et ce qui est assez intéressant, c'est de travailler sur les petits espaces. Parce que quand tu travailles sur les petits espaces, tu travailles, en fait, sur ces transitions. Tu es obligé de le faire, toi, de passer d'un élément à un autre. Alors que quand tu as la place, tu vois, tu as l'impression que les espaces, ils sont spécialisés. Et c'est la même chose avec l'objet. Et donc, on part toujours d'un objet égal une fonction. Et moi, je n'aime pas la multifonction. C'est pas ça que je fais. C'est plutôt l'idée d'élargir la fonction, d'être plus généreux avec une fonction. Donc, il y a une partie de mon travail au départ que c'était ça, c'était l'élargissement de la fonction, notamment à travers de ces scénarios où on regarde comment on vit et puis on se dit, voilà, dans l'occurrence, je coupe le gâteau, mais je vais aussi servir le gâteau. Et notamment, pour moi, ce qui est le plus intéressant, c'est de le servir, c'est de le donner à l'autre, le partager dans l'idée du gâteau. Donc, c'est pas la part individuelle, c'était le gâteau et je le coupe et je refais cette idée de ce geste de partage, il est important. Ah, c'est chouette ça. Ouais, ça c'est rigolo. Il y a un côté un peu... C'est beau ça. Ouais, Tom Pouce Fouki, je vois un crâne. Mais... Ouais, il y a deux yeux. Ouais. C'est marrant, hein. Ouais, je pense que quand tu es en 3D, tu peux avoir des surprises. Ah, eh ben, super. On n'aurait pas pu imaginer comment ça allait se traduire. C'est très chouette. Ouais. C'était super de pouvoir comprendre un tout petit peu, avoir un peu ton travail, ton approche, comment comment on passe de l'idée à l'objet, mais pas que, derrière, qu'est-ce qu'il y a derrière les objets aussi. C'est intéressant de voir ton processus en fait, et surtout la pensée, de se rendre compte que du coup, c'est pas que faire. Oui, on fait pas juste des objets avec des fonctions, en fait, ça va beaucoup plus loin que ça. Ni des formes, en fait. Ouais, ça va plus loin que la forme et la fonction. Ouais, c'était très intéressant, justement. Enfin, je sais pas, j'ai cette image en tête justement de la fameuse rivière là, qui creuse son lit, et que du coup, quelque part, il faut à la fois peut-être s'inscrire aussi dans quelque chose qui nous précède, et en même temps tracer son chemin quand même, pas s'interdire de faire un peu son lit quand même. Oui, mais pas la détourner. C'est ça. Non, mais... contrairement à ce qu'on a fait souvent. C'est ça. Ok, alors là, à cette partie de l'émission, on aime bien vous questionner sur... parce que c'est toujours des profils de créatrices, créateurs, j'allais dire transmetteurs, du coup c'est pas très joli, mais de personnes qui sont en tout cas intéressées à l'apprentissage, à transmettre et à comment on... Et du coup, je pense que ton profil est très riche à ce niveau-là. Est-ce que tu veux nous parler un peu de toi, de ton rapport ? Oui. Alors, la transmission, moi j'explique beaucoup mon travail dans les écoles, pas simplement des écoles de designers d'ailleurs, mais... Et je fais de la transmission sous forme de workshops, d'ateliers, justement, qui sont des formats courts. Donc, j'essaie de prendre le meilleur de l'école et de le faire de façon intensive et surtout de le faire de façon située. C'est-à-dire que je vais m'intéresser à un projet particulier dans un lieu et pas faire du design hors sol.
et embarquer en fait les étudiants, les sortir de leur cadre scolaire, venir en immersion, faire un rapport d'étonnement, un peu à l'image d'un anthropologue, parce que c'est un peu comme ça que je vois le métier de designer. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Marc Auger qui a dit que c'était de l'anthropologie appliquée, le design. Et je trouve que c'est vraiment comme ça que je pratique mon métier. Donc sortir, s'immerger, voir ce qui se joue, comprendre ce qui se joue et après pouvoir plus facilement aussi avec qui travailler, parce que ça c'est un élément très important dans notre métier, c'est développer des choses avec les gens. Donc en fait, s'appuyer aussi sur la connaissance des gens qui sont là pour faire quelque chose in situ, mais qui va faire sens tout simplement. Ouais, super. T'as dit, j'ai compris, carnet d'étonnement, c'est ça? Oui, dans un premier temps, on fait oui. Alors, carnet d'étonnement, c'est quoi alors? En fait, c'est simplement être dans l'espace et décrire ce qu'on ressent, décrire ce qu'on y voit, tout simplement, une façon assez simple. Et puis échanger, voir si les autres ont vu la même chose et commencer à réfléchir, mettre en place le processus de réflexion. Et ça rejoint pas cette idée de singularité aussi? Ou pas, c'est encore autre chose? Peut-être là, c'est la singularité du lieu. C'était de faire en sorte de pas uniformiser les lieux, mais au contraire, s'appuyer sur la singularité de chaque endroit dans lesquels on vient se poser. Et donc, s'accrocher à ces petites spécificités, ces modes de construction spécifiques, ces matériaux qui sont là et qui ne sont pas ailleurs, qui ont fait émerger des structures différentes et qui fait qu'on ne vit pas de la même façon à un endroit ou à un autre. Ok. Et je crois que chez toi, il y a quelque chose de très important, c'est aussi le commun, le fait de le faire ensemble. Oui. Est-ce que l'école aussi, c'est pas quelque part aussi un lieu de... Ah ben si. Oui. Alors l'école, il faut pas. Moi, je dis toujours, il faut pas compter sur l'école pour faire tout. L'école, c'est un accélérateur en fait. L'école, au lieu de faire un projet, on en fait 30, parce qu'on voit la réponse des autres et on apprend de ce fait beaucoup plus vite. Mais rechercher son approche personnelle, ça, c'est quelque chose qu'on doit porter tout seul en fait. C'est une demande. Ça demande, c'est créer sa propre approche. Et c'est un travail de tous les jours en fait. Un créateur, c'est dans le regard, il y a plein de choses qui... Et c'est aussi, quelque part, convoquer le sensible. Le sensible n'est pas là tout seul, en fait. Il faut le convoquer, sinon il n'est pas là. C'est ça l'idée. Il y a des endroits, par exemple, où il n'y a même plus de commun. Donc le projet, il peut être déjà de réinstaller du commun, c'est-à-dire de déjà faire en sorte que les gens réapprennent à faire des choses ensemble. Ouais. Et puis après, moi je me souviens très bien du projet de l'école en herbe de Trébedan, justement, dans les Côtes-d'Armor. L'école, les institutrices avaient déjà travaillé pendant 10 ans pour ressouder le village, en invitant par exemple les personnes qui faisaient partie du club du 3e âge à venir faire les cours d'histoire, alors qu'ils détestaient l'école parce qu'à l'époque on leur tapait sur les... Voilà, refaire que l'école soit le centre du village, mais pour tous, pas juste pour les gens qui ont des enfants en âge d'aller à l'école. Et après, donc ça a été beaucoup plus simple en fait de faire évoluer l'école, puisqu'il y avait déjà ce travail pendant 10 ans qui avait été fait. Donc en fait, il faut des terrains, des terrains propices. La création ne peut pas se développer comme ça sans terrain propice. Mais est-ce que du coup, c'est ça qui me rend un peu optimiste, en tout cas de choses dans ton travail, dans les propositions que tu as, cette idée de est-ce que c'est pas une des pistes qu'on peut explorer peut-être de faire un travail en commun, mais sur des espaces peut-être moins vastes. Oui, alors aujourd'hui, s'il y a une grosse remise en cause des utopies, donc l'idée de partir tous dans la même direction, voilà, mais plutôt de trouver des modes de faire qui soient vraiment spécifiques aux endroits et
voilà. Maintenant, je pense que il faut encore qu'on arrive à trouver la façon de lier toutes ces expériences, parce qu'on apprend beaucoup du partage, en fait, d'expériences. Bah super. On a bien posé maintenant comme dernière question. Est-ce que tu as des rêves? Alors, jusqu'à maintenant, je disais toujours que je rêvais avec... plutôt, ce qui m'intéressait plus, c'était les rêves des gens qui venaient me proposer des projets. Parce qu'en fait, ils vont beaucoup plus loin, ils rêvent beaucoup plus loin que moi. Alors, c'est pas l'idée d'aller plus loin, mais en tout cas, voilà, moi, j'aurais jamais pensé arriver à faire tout ça. Donc, voilà, donc en fait, c'est un peu ça. Et j'ai beaucoup de mal, en fait, à travailler pour moi, hein, mais je travaille mieux pour les autres, en fait. Moi, je me projette mieux pour les autres, en fait. Et alors, est-ce que, du coup, tu aurais un rêve qui traverserait, du coup, les rêves des autres? Enfin, est-ce que, du coup, il y aurait une sorte de non, moi, j'ai pas de... Moi, je pense qu'il y a un rêve qui est juste de continuer tel que... Voilà, c'est pas tellement rêvé, mais c'est déjà énorme, en fait, hein, de pouvoir continuer à faire ce que j'ai toujours fait et à profiter avec les gens avec qui je fais ces chemins, hein, voilà, d'avoir ces espèces de lignes de vie parallèles. J'ai l'impression que ma vie est faite de plein de petites lignes, un peu à la manière dont le décrit Deleuze, des chemins de vie, et en fait, dans chaque ligne, il y a des expériences différentes, et tout ça fait une espèce de brassée de vécu qui est très enrichissante. Ok, bah, super, parce que oui, tu reviens régulièrement dans ces... Oui, bien sûr, je garde un contact et souvent on devient amis. Et voilà, ah oui, c'est vraiment du travail sur le long terme. Ok. Bah, super, bah, vraiment, merci beaucoup. Nathalie, c'était super de faire cette expérience avec toi, que tu nous ouvres aussi. Puis bravo sur la façon de ce dispositif en fait qui est intéressant, parce qu'en fait c'est à la fois dans le faire, mais aussi, comme on le sait, c'est un prétexte aussi pour parler des projets, de nous, etc. Bah oui, bah, on a beaucoup appris, c'était très enrichissant. Et puis moi, en tout cas, moi, ça me rend optimiste, parce que je me dis, voilà, toutes ces choses, ça, c'est outiller aussi, encore une fois, les gens, armer les gens, les aider aussi à dégager, enfin, à faire sortir de terre aussi des choses, voilà, et on sent que le travail créatif aussi, c'est bien. Et on sent que voilà, le travail de designeuse, voilà, il vient s'intercaler et rendre possible aussi peut-être des choses. Oui. Il y a beaucoup de cette idée de être en capacité. Hein. Aujourd'hui, on parle beaucoup de ça. Mais... Alors encore un grand merci, Nathalie. Merci à la SCAM de nous accueillir régulièrement pour cette émission. Merci à toute l'équipe de la SCAM. Merci à Julien aussi, à Thomas, tous ces gens qui nous accompagnent pour faire les épisodes. Merci à Tout pour le Cyanotype qui nous a soutenus pour cet épisode. Et bien sûr, si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à liker, à partager. Voilà, c'est une émission qui n'hésitez pas non plus à commenter, à nous proposer des intervenants, des intervenantes, des sujets, des choses qui vous intéressent, parce que voilà, l'émission elle est là pour vous aider et pour vous faire avancer aussi dans vos propres projets. Bon bah allez. Au revoir. Salut. À bientôt. Ouais, à bientôt. Je t'en prie.